Bonjour à tout le monde, bienvenue au Tech Days 2012, bienvenue à cette session. J'espère qu'il n'y a pas eu trop d'attentes ce matin dans les aéroports et les choses comme ça, hein, à cause des petits soucis qu'on rencontre, ou avec le froid. Bienvenue à cette session Ne ratez pas le métro, qui sera animée par Audrey Petit, consultante chez Microsoft, à Microsoft Services, et par moi-même, Michel Rousseau, consultant design chez BeWise. Cette session fait partie de tout un tas de sessions. Je vais arrêter de passer pour faire trembler ça. Cette session fait partie de tout un tas de sessions de ces Tech Days 2012 consacrées au design de manière générale. Comme vous avez pu le voir en session plénière, il y a beaucoup de gens parmi vous qui étaient en plénière. Oui, bravo, super, bravo. Premier pas, c'est bon, on l'a. Ouais. Donc vous avez pu voir qu'effectivement il y avait une forte implication aujourd'hui du design dans les applications. Et c'est pour ça qu'on a fait un petit peu sous forme, pas de gag, mais quand même de manière un petit peu délibérément cool et relax, cette session qui va vous proposer d'avoir un aperçu de métro par le contraste en fait. On a choisi la méthode du contraste. Alors, je vais vous parler un petit peu de BeWise d'abord. Donc, BeWise, c'est une agence pure player Microsoft depuis 1999, c'est-à-dire qu'on développe sur les technologies Microsoft depuis donc des années. La philosophie, le chapeau de tout ça, c'est de dire on est sur les technologies novatrices, que ça soit Kinect, que ça soit tout ce qui est table surface. La mobilité, bien entendu, hein, qui aujourd'hui est un grand vecteur de communication, et tout ce qui a lieu aujourd'hui dans le monde de l'innovation contribue donc à l'émergence de logiciels performants et innovants. Donc on se positionne vraiment là-dessus. La grande nouvelle, donc, c'est l'ouverture d'une agence dans la région parisienne qui va permettre de capitaliser un petit peu les demandes sur cette noble région qu'est la région Île-de-France. Et donc nous avons un stand 47 au niveau de la zone partenaire et exposant. Je te passe la main à toi. Merci. Donc pour ma part, je travaille chez Microsoft France Division Service, dans la branche Service Consulting, donc celle qui est au milieu. Plutôt consultante .NET, framework.NET. Donc nous, on répond à des demandes de clients, qui sont faites au niveau de Microsoft. Je peux avancer, s'il te plaît. Et sur tout ce qui est service, en fait, on est axé sur 6 priorités business. Et pour ma part, la mienne, je me trouve dans celle de Tier 1, qui est tout ce qui est solution, application, custom client. L'agenda, je t'en prie. Alors je reprends la main sur l'agenda. Donc effectivement, on a décidé de partir. Alors c'était un petit peu gag, hein, cette session, comme elle a été ouverte. Elle a été ouverte un petit peu au dernier moment sur Facebook par David Catu. Et c'était la meilleure idée qui l'emportait. C'est nous qui avons eu la meilleure idée, du moins c'est toi, Audrey, en plus pour le coup. Et donc le but du jeu, c'était de partir d'un site un peu kikoulol des années 90 et de le faire évoluer vers un site métro, donc un site moderne des années 2010. Ça parle à tout le monde, le kikoulol. Le kikoulol parle à tout le monde. Le kikoulol parle pas à tout le monde. Vous connaissez pas le kikoulol, vous vous rappelez pas ces magnifiques interfaces qui brûlaient les yeux, qui clignotaient de partout, où on voyait que le développeur avait mis toute sa créativité dedans, sauf que c'était juste regardable. Le kikoulol, c'est ça, c'est vraiment le côté bad template qu'on avait dans les années 90 au niveau du web et mauvais usages qui ont eu tendance à perdurer pendant un certain temps. Sera suivi donc après une bordée de slides, d'explications, sera suivi une partie un peu plus technique. Et puis bien entendu vos questions-réponses, et notamment on explicitera le kikoulol peut-être encore plus en détail vers la fin. Commençons. Donc l'informatique, vous le savez, est en constante évolution depuis 20 ans. La palisse dirait pas mieux. Vous le savez tous au jour le jour. C'est notre métier, c'est pour ça qu'on est des experts là-dedans. Par contre, moi en tant que consultant design, j'ai beaucoup de demandes depuis 5 ans vraiment concentrées sur tout ce qui est design applicatif, voire même design pur en termes d'interface et en termes de logiciel. Alors pourquoi ? La question c'est pourquoi ?
Parce que, globalement, il y a eu de gros changements depuis 20 ans, mais spécifiquement depuis 5 ans, dans les comportements face à l'informatique. Ça, c'était il y a 10 ans. Donc un domaine très professionnel, hein, avec des gros écrans, des grosses machines, des gros machins. C'est ton bureau. Si, il y a 20 ans. Ah, il y a 20 ans, d'accord. Donc très professionnel, mais en l'espace de 5 ans, on est passé à... Veuillez applaudir la star. Monsieur Catu nous honore de sa présence. Oh, merci. Donc, en l'espace de 5 ans, on est passé de ce que vous avez vu avant à ça. Donc, ça veut dire que les comportements ont changé et surtout la cible que l'on adresse a changé. Changement des supports et des formats, bien entendu. Hein. On est passé vraiment du support qui ressemblait à ça, et ouais, malgré tout, à ça. Et pour le coup, c'est vrai que on le voit tous les jours, notamment avec les procès qui se suivent sur, et puis les fermetures de sites, toutes ces choses-là, cette nébuleuse informative. Eh ben, effectivement, les usages changent sur Internet. Et tout ça, ça impacte le design malgré tout, parce que les gens qui sont derrière les écrans, c'est pas les mêmes. On a changé de device entre-temps. Alors, changer de device, ça veut dire l'augmentation de la puissance, la course à la puissance des années 2000. Hein. Ça veut dire aussi la miniaturisation, l'interfaçage des devices entre eux, et puis les comportements induits. Quand j'ai commencé à travailler dans l'informatique, c'était Silicon Graphics. Le comble de la grosse machine qui fait du bruit, qui ronfle, et qui au final fait des trucs très très bien, mais pour un usage très très restreint, avec un comportement, surtout de l'utilisateur, qui était ultra sédentaire. Aujourd'hui, on travaille comme ça, voire même comme ça. Hein. Le nombre de gens qui aujourd'hui, avec les plateformes du type Windows Phone 7, Phone 7.5, travaillent de plus en plus de manière complètement autonome et en mode nomade, c'est juste un changement sociétal super important. Et il faut s'adapter aussi à ces devices, quand on fait du design plus particulièrement. Fini les interfaces qui clignotent dans tous les sens, parce qu'aujourd'hui, on a des devices qui ne sont plus adaptés à ce genre de choses. Changement sociétal, enfin, super important, parce qu'en fait, ils sont récursifs. C'est-à-dire que la société fait évoluer l'informatique, mais l'inverse est aussi vrai. L'informatique bouleverse la société au jour le jour. Ça, c'était le règne des années 90. Tout le monde, c'était le supermarché le week-end et ainsi de suite. C'est pas si loin. Pourtant, aujourd'hui, le modèle, c'est ça. Et c'est d'autant plus vrai que c'est ça sur tablette. Donc, les comportements sociétaux ont fait que on est obligé de repenser les interfaces et que depuis 5 ans, effectivement, il y a une très très forte demande dans le domaine du design applicatif ou logiciel. Donc du coup, ça induit des changements de perception, ça induit des changements d'ergonomie, parce qu'effectivement, il y a de ça 10 ans, on n'avait pas encore tout inventé. Les choses commencent à se stabiliser aujourd'hui en termes, notamment, vous l'avez sans doute constaté, de gesture. Hein, quand on est sur une tablette, aujourd'hui, on a des comportements induits, certains gestes qui deviennent naturels. Il y avait même une vidéo sur Internet récemment où on voyait un enfant qui ne savait plus utiliser un journal, un vrai journal. Ses parents lui avaient donné un journal, il ne savait plus l'utiliser. Il essayait de zoomer les images du journal. Et ouais, mais ce gosse-là, dans 3 ans, il ne percevra plus le journal comme nous on le percevait. Donc pour ça, les interfaces ont dû s'adapter, tant au niveau du fonctionnel, le fait d'avoir une gesture qui soit appropriée à l'usage que je veux en faire, qu'au niveau du design. Pour mémoire, on est quand même passé d'un OS qui ressemblait vaguement à ça. À ça parce que on peut pas aller next step. Donc effectivement, on est passé d'un OS qui était à l'origine pas du tout tactile et prévu surtout pour le monde du travail à la souris, à quelque chose qui est de plus en plus porté vers le touch et vers la mobilité.
Vous le savez, l'effort a été porté sur ces Tech Days pour parler de ça. La prochaine évolution marquante du design applicatif, c'est Métro. Alors c'est Métro pourquoi ? Et globalement, quelle est l'idée qui se cache derrière Métro ? Donc les animateurs de la plénière en ont déjà un peu parlé. Dynamisme, clarté, simplicité, ergonomie et modernité. Ça, c'est grosso modo le credo qui est appliqué. Alors, bien entendu, vous avez déjà tous certainement vu un Windows Phone 7, vous avez certainement déjà vu les previews du prochain OS de Redmond. Tout ça se traduit physiquement et visuellement par l'emploi des tuiles dynamiques, pour la dynamicité, du changement qui est je dirais, induit par des animations simples, claires, efficaces. Tout ça posé par des couleurs qui sont des couleurs dominantes, des couleurs en aplat, de manière à induire encore une fois la simplicité de lecture, l'ergonomie, et faire la part belle à tout ce qui n'est pas chrome, mais plutôt tout ce qui est contenu. L'iconographie est super importante dans les interfaces métro. Il faut des icônes qui soient à la fois simples, explicites, parlantes. Donc fini les icônes en 24 millions de couleurs qu'on passait des heures à lécher, relécher et passer en validation. La couleur elle est bonne, elle est pas bonne. Non, tout ça c'est fini aujourd'hui. C'est des icônes qui sont généralement soit blancs sur fond de couleur, soit colorés sur fond blanc. Des photos pour expliciter le contenu. Encore une fois, l'image va parler pour l'application. Récemment, on a développé une application pour le Windows Store et on a vraiment basé toute notre force de frappe sur le design et notamment sur l'iconographie avec de superbes images pour expliquer grosso modo le contenu. Le contenu, ce sont des recettes de cuisine. Ça peut paraître tout bête comme ça, mais des recettes de cuisine avec des photos d'une vieille tarte toute pourrie prise en photo au fond du micro-ondes, ça marche pas. Par contre, une super belle photo avec des produits nobles bien exposés, avec du joli contenu, de la sauce bien mise sur le fond d'assiette, et ben tout ça, ça parle. Vous le savez, quand vous allez au resto, vous préférez être servi dans un grand restaurant avec une jolie assiette bien designée, plutôt qu'une vieille barquette pourrie qui sort du micro-ondes. On est tous d'accord. Et bien entendu, les polices utilisées. Les polices, c'est généralement de la Segoe, qui a l'avantage d'être moderne dans son approche, puisqu'elle ressemble assez à des polices modernes comme le Tahoma d'une certaine manière, mais plutôt Helvetica. Donc quelque chose qui peut être très fin, qui peut être aussi très gras, et qui peut être par-dessus le marché, sizé, de manière à être lisible à toutes les résolutions. Voilà un bon exemple d'une application, ou du moins d'une interface faite avec le style métro. Là, vous reconnaissez tous l'interface de la Xbox 360, nouvelle version. Et là, on est typiquement dans ce cadre-là. En haut, un menu avec un layout un peu particulier, qui permet d'avoir accès à toutes les sous-versions des tuiles. Et en dessous, les tuiles qui appellent le contenu, qui est exprimé soit via des logos très très simples, soit vers des images valorisantes. Autre genre d'application qui est un peu plus vieille, pour le coup, qui a été l'une des premières applications vraiment métro à rentrer dans le pipe, c'est Zune. Zune, pour le coup, on est typiquement dans du métro. Des tuiles qui changent régulièrement de contenu, soit parce qu'elles vont afficher, je sais pas moi, le smart tag du disque, soit parce qu'elles vont afficher des photos des musiciens qui sont dans le groupe qui est exposé. Et puis une interface très très claire, fond blanc, avec très très peu de détails dans le fond. Là on ne le voit pas sur le rétro-proche, mais il y a juste un petit quelque chose en filigrane. Des polices très très légères, juste explicitées par la graisse de la police pour savoir un peu où on se trouve. Et puis une disposition propre, en colonne, bien étagée.
Alors on a voulu aller un peu plus loin et faire un exemple par le web. Pourquoi le web? Parce que le web, ça a toujours été, de tout temps, une interface fortement contrainte. Techniquement et transactionnellement. Techniquement, parce que, tout le monde le sait, il y a des contraintes de débit, hein, surtout dans les années 90. Il y avait de fortes contraintes de débit, on était sur modem à l'époque. Portabilité, interopérabilité. Je me rappelle la catastrophe que c'était quand on avait un site où on disait « Oui, mais moi j'ai un Mac, les couleurs passent pas ». La maintenance, la sécurité, bien entendu, hein, les fameux petits soucis avec les ActiveX, les choses comme ça, parce que qui marchaient pas, les JavaScript qui se lançaient pas à cause des contraintes de sécurité. La gestion des standards. En tant que designer, j'ai encore une pensée émue sur le GIF transparent à l'époque d'IE6. Sniff. Mais par contre, transactionnellement, c'est super intéressant le web parce que ça a induit des comportements. Notamment, les pages web sont verticales. Et ouais. Tout ça à cause de ceci, la molette de la souris. Le type qui a inventé la molette de la souris a contraint le web à être en mode vertical. Tout le monde aujourd'hui utilise ça pour le développement. Alors je vais éviter de le faire là. Hop, hop, je suis revenu. Ah oui, la tienne, elle est bien la tienne. C'est une Microsoft. Mais au moins, ça ne bougera pas les slides. Donc, on hérite d'un mode transactionnel super fort avec le web. Hein. Bon, en dehors de ça, le scroll vertical, donc qui induit une lecture verticale, on avait bien entendu cette idée de temps de latence et on est habitué à je clique, j'attends, hop, ça arrive, hop, je vais pouvoir recliquer ensuite. Bon, tout ça avec la charte métro, avec la technologie du fast and fluid, on va essayer de le gommer, de le masquer, de l'enjoliver de manière à ne plus avoir ces effets-là et à se passer, du moins à outrepasser ces contraintes transactionnelles. Comment transposer un type typiquement 90 en un site volontairement TENS? Je sais pas, 90, 10. D'aujourd'hui, quoi. Un exemple concret, on s'est dit, on va partir sur le plus vieux site possible qu'on va trouver de Microsoft. Et puis on va se dire, si les Tech Days avaient existé à l'époque, ça aurait donné quoi? Alors j'ai bien eu beau chercher sur les ressources à disposition. Le plus vieux que j'ai trouvé, c'est le site Microsoft des années de 1995 exactement. Ça ressemblait à ça. C'est jaune. Hein? Pas mal, hein? Et c'est le vrai en plus, hein. Je vous assure, c'est pas des mensonges, ça ressemblait à ça. Donc du coup, je me suis dit, très bien, maintenant là-dessus, je vais revamper un petit peu ce truc-là et je vais faire le site des Tech Days 95, qui aurait pu donner quelque chose comme ça. Donc où on a la partie institutionnelle en haut, tout ce qui concerne les Tech Days sur le côté, et puis la page en interne. Techniquement, hein, c'est du lourd. Hein. On est sur des frames, on est sur des choses comme ça. Donc, je me suis bien amusé de faire un vieux retour, un vieux kickback en arrière. Au niveau du design en lui-même, pour l'étude de cas, on se rend compte, et pour avoir travaillé déjà à l'époque, on se rend compte que le design était 16 bits, les couleurs dépassaient pas 16 bits, qu'on avait une palette web qui était adaptée à la fois à Microsoft, mais généralement on cochait la petite option dans Photoshop qui disait couleur Macintosh, hein, pour que ça soit bien compatible. Les transparences par alpha, ouais d'accord, mais sur 1 bit et encore, quand on voulait vraiment des transparences, généralement on maquillait le fond et on reprenait le fond de la couleur de la colonne que l'on adressait. C'était la fête. L'iconographie la plus légère possible, puisque forcément il fallait que ça tienne dans un débit super limité. GIF animé, ça c'était la fête. Il n'y avait pas encore Flash à l'époque, donc c'était la fête du GIF animé, donc il y en avait partout, d'où l'effet qui coulole. Les police systems, bien entendu, hein, le vieux truc bien moisi avec les vieilles fontes à empattement. Taille des polices limitée parce que tout n'était pas lisible, parce que je vous rappelle qu'à l'époque, les navigateurs ne savaient pas lisser les polices. Et puis la résolution, bien entendu, limitée. 800-600 à l'époque, c'était l'Alabama déjà. Techniquement, donc, frame, tableau, TR, TD, hein, bien pourri. Des liens en dur, du JavaScript, mais pas trop parce qu'il fallait pas que ça pète les contraintes de sécurité. Donc quand je dis JavaScript, c'est les rollovers. Hein, vous vous souvenez des rollovers
où on faisait un petit JavaScript à l'entrée qui disait on mouse over, je change l'image, je fais un swap image, et puis je fais un swap image restore pour remonter mon image de base. Pas de CSS bien entendu, pas de web sémantique, on n'en avait même pas encore entendu parler du web sémantique, l'indexation limitée, pas de lissage des polices et ainsi de suite. Donc on s'est dit maintenant, le vrai boulot c'est de revamper tout ça. Donc le revamper, ouais, mais le revamper bien, c'est-à-dire qu'il soit iso-fonctionnel au premier site. Alors pour mémoire, je vais juste faire un Alt-Tab et puis vous montrer. Comme quoi, c'est pas que toi qui as fait du Photoshop, quoi. Voilà. Je vais vous montrer le site quand même, que je l'ai pas fait pour rien. Donc le revampé, oui, mais le revampé iso-fonctionnel, c'est-à-dire avec, vous voyez, le petit E qui tourne, magnifique. Le petit E qui tourne. Ici, les petits trucs animés. La petite maison là aussi. Petite maison, ok. Voilà. Et puis iso-fonctionnel, c'est-à-dire que quand je clique, ça amène quelque part. Je crois même que j'ai. Oui, c'est énorme, je l'ai bien fait. Et puis, ma foi, techniquement irréprochable. Alors, on s'est posé la question à un moment donné de savoir si on le faisait en HTML5, quelle était la technologie employée. On s'est dit en 1 heure, ça va être un peu shorty de vous faire ça avec ma session qui déjà déborde. Donc, on s'est dit on va essayer de le faire plutôt SL5. Ouais. SL5 c'est bien, c'est aussi neuf, donc Silverlight plutôt. Ouais, ce qui est important, c'est l'interface, pas forcément la techno. Voilà, derrière. pas forcément la techno qui est derrière. Hop. Donc revamper, oui, mais revamper bien, c'est-à-dire iso-fonctionnel, métro, essentiellement. On voulait que ça ressemble à quelque chose. Et donc, j'ai pris mon bâton de pèlerin et puis je me suis dit comment je vais faire. Donc déjà, je vais m'affranchir de l'existant, c'est-à-dire je vais éviter le mode vertical pour passer en mode horizontal, quelque chose de moderne, c'est-à-dire lisible sur tablette. Je vous rappelle que le mode de déplacement tablette, c'est plutôt horizontal, c'est pas le scroll de la souris. On va travailler avec une vraie grille, avec des vraies contraintes. On va redéfinir l'ergonomie du site, éviter d'en avoir à droite, à gauche, en haut, en bas, sur les côtés, et ça clignote. On va oublier les limitations du passé, tout ce dont je parlais, le 16 bits, le machin, le truc. Par contre, tenir compte des nouvelles, parce que, effectivement, les nouvelles interfaces imposent aussi leurs propres contraintes, à savoir, par exemple, les boutons espacés d'un certain nombre de pixels pour éviter les faux contacts. Exemple tout bête, mais ô combien parlant. Retour au papier, retour au whiteboard, et puis on redéfinit tout ça. On se fait un premier sketch, et puis on redéfinit tout ça. D'abord un principe ergonomique, et puis on crée une première ébauche. Arzo, sehr schön. Donc voilà, ça donne ça. Donc en haut, on redéfinit une barre, on remet tous les raccourcis au même endroit, on évite que la personne fasse du kilométrage sur la page avec son petit doigt. On place tout au même endroit. Ensuite, on fait une bande centrale avec vraiment le contenu qui s'affiche dynamiquement, qui se remet à jour. Et puis en bas, on met la status bar qui reprend les informations et les mentions légales. On tente la conversion papier-écran, c'est-à-dire qu'on repasse sous Photoshop. En ça n'a pas beaucoup changé, mais on travaille composant par composant, c'est-à-dire je reprends d'abord la barre du haut, et puis je la retravaille. Vous voyez que fonctionnellement, c'est la même chose. On a à peu près la même chose. Sauf que, bien entendu, on a rajouté la bande des réseaux sociaux, qui n'existait pas à l'époque. Et on continue. On développe la bobine. Donc après, on continue avec la partie centrale, où on commence à poser des tuiles. On a un peu triché avec l'espacement des tuiles qui est très précise dans la charte métro, notamment cette partie là où j'ai 3 tuiles qui s'opposent à 2 tuiles, c'est un peu tendancieux. Généralement, on aurait mis le double, on aurait doublé à chaque fois. Bon, on a un peu contourné la base. On continue le design, on essaye d'implémenter des choses, on travaille sur les images, avoir les images les plus belles possibles, mettre bien en avant ma société, commencer à avoir effectivement des effets d'icônes, des icônes assez simples, tout ça avec une police Segoe lisible. Et au final, on finit d'habiller, on met un joli dégradé dans le fond pour casser un peu pas la monotonie, mais l'aspect un peu plat que peuvent avoir les tuiles. On les enrichit par un petit dégradé dans le fond. Voilà, la partie design, jusqu'à là, s'arrête. Et après, c'est le travail de l'intégrateur. Et la partie
où je fais la translation design code. Et pour ça, je passe la main à Audrey. Merci. À toi, cher ami. Il faut savoir que la slide juste d'avant, c'est ce qu'il m'a envoyé. Il m'a dit, tiens, ça peut être sympa comme design à faire. Ça, moi, mon travail s'est arrêté là. Je lui ai là. juste envoyé ça. Je vois bien ta souris. Merci. Je te laisse switcher. Attends. Attends, j'ai quand même des slides avant. Là, pas encore ces slides. Je passe pas tout de suite au code non plus. Alors attends. Tu as des slides toi aussi. Ah bah tu veux. Ah oui, bah, vas-y. Prends mon écran. Ouais, je prends ton écran. Ok, donc on va revenir. Enfin, j'ai vu le design de Michel. J'ai fait bon. Ok, SL5. On va partir sur du blend. Bon, il me faut quand même les principes de base. Donc je me suis dit, d'abord, métro, c'est quoi? C'est des formes. Alors là, on a 4 types de formes. D'après vous, lesquelles sont métro, lesquelles ne sont pas? Si vous avez suivi ce qu'il a raconté, normalement, ça devrait être bon. Ouais, clairement, la carré, oui. Il n'y a que celle-là. Bon, si on commence à les éliminer, c'est clair que le bord rond, à une certaine époque, ça a eu du succès. Métro, pas trop, pour le coup. Les petits trucs, mode rouleau, tout ça, on oublie. Clairement, le carré, la tuile, ok. Et le rond aussi. Mais alors le rond, juste pour une exception, pour les icônes. Pas pour autre chose, on utilise le rond pour les icônes. Vous le verrez surtout au niveau du Windows Phone 7. Dans la petite barre de navigation que vous avez en bas de vos applications, toutes les icônes sont sous forme de rond. C'est le seul moment où on retrouve du rond dans Métro. Ensuite, au niveau des polices de caractère, alors, je crois que tu l'as dit 2 ou 3 fois, au moins. Donc clairement, il y a une police de caractère qui est Métro. Donc, vu qu'il a un peu éventé le mystère. Donc pas l'Arial, pas le Verdana, pas le courrier. Alors courrier, à la rigueur, vous mettez... ça peut être dans un blog, un bout de code, mais évitez, merci, évitez. C'est vraiment illisible. Donc vraiment du Segway. Alors le Segway, il y en a plusieurs. Là, j'en ai mis 5. Les 5 sont Metro Style compliant. Vous pouvez vraiment utiliser les 5. Après, c'est une question de choix. Perso, celle qui est la plus utilisée, c'est la Segway UI Lite, qui est la plus lisible, qui prend le moins de place, on va dire, comparé à InBlack, où vraiment la police est... comment t'as dit tout à l'heure? Graissée? La graisse. D'accord, ok. Donc vraiment grosse police, pas forcément très lisible, très agréable. Si vous en avez à choisir une, plutôt celle-là. Et à la rigueur, après c'est plus son avis personnel, évitez la dernière. Franchement, la script, tout sauf lisible sur une application. Vraiment, pensez simple, pensez lisible, pour que l'utilisateur ait un confort de lecture et de lisibilité dans son interface. Au niveau des couleurs, à couleur de fond, j'étais un peu binaire, j'ai marqué noir ou blanche. Choisissez du clair ou du foncé. Sur le design qu'il m'a fourni, c'était un dégradé de bleu. Donc en fait, pour que l'œil de l'utilisateur soit plus attiré par les tuiles que par le fond. Et clairement, si vous mettez un fond foncé, pensez à une police claire et inversement. Pour que vraiment tout votre texte ressorte et qu'on voie bien l'information que vous souhaitez passer. Harmoniser la palette des couleurs, je sais que niveau développeur, c'est pas forcément ce qu'on sait faire. C'est pour ça qu'on bosse avec des designers, mais évitez de mettre du rouge à côté du jaune. Et encore dans Métro, on a plus cette possibilité-là, ça choque un peu moins. On verra tout à l'heure sur le design. Mais essayez de penser quand même palette de couleurs. Et puis évitez les couleurs saturées. Alors pareil, voici 2 exemples, fond bleu, fond jaune. Évitez la police blanche sur fond jaune. Alors là, j'ai l'impression même limite que ça se voit. Moi, sur mon écran, clairement, je voyais quasiment pas le 2. Donc pensez vraiment harmonique, couleur police, couleur de tuile ou couleur de fond, pour que vraiment l'utilisateur n'ait pas envie de passer vite à la page suivante parce qu'il est en train de se faire brûler la rétine par les couleurs que vous avez mis. Franchement, pensez vraiment, si vous trouvez ça confortable, c'est que c'est une bonne piste. Donc voilà, évitez le jaune bien saturé. Alors, on reprend le design qu'il m'a fourni tout à l'heure, donc on a notre page. On va les mettre en header, en haut, avec les principaux liens, la petite barre de recherche, les petits liens des réseaux sociaux, un petit footer avec tout ce qui est mention légale, FAQ, etc. Donc vraiment, aux 2 extrémités, comme l'utilisateur a l'habitude de le trouver sur un site web. On ne va pas lui changer non plus totalement ses habitudes. Il faut qu'il retrouve ses petits repères en haut et en bas. Pour nous, ce qui est important pour l'utilisateur, c'est qu'il retrouve ces informations importantes au niveau du centre de la page. Donc on va lui mettre... en gros, on va dire, la barre de navigation pour qu'il ne soit jamais perdu en se disant « mince, où est-ce que je vais trouver telle page ?» Sa barre de navigation, elle est là.
il sait où trouver ses liens, et bien sûr, le body au centre, où là, il va avoir ses informations importantes suivant la navigation. Vraiment, il faut penser l'interface comme ça, comme on l'a vu sur le design de Michel, où, je crois même que c'était l'agmotif de Microsoft, l'utilisateur est au centre de la page. C'est le contenu et vraiment ce qu'on veut lui donner tout de suite et qu'il l'ait apporté et facile, pas se dire, bon, alors où est le sitemap du website, que je puisse trouver ma page fourrée au fin fond de 4e level. Non, il faut vraiment que ça soit super simple et super accessible. Et bon, on va passer au côté démo du coup. Alors, pour le design, je suis partie sur du Silverlight 5, du coup j'ai utilisé Expression Blend 5 Preview, qui est en fait le designer pour Silverlight 5. Alors attention, c'est une preview, je tiens à préciser, donc c'est pas forcément très sec et des fois il joue un peu avec moi. Donc voilà. Alors, là on est parti, alors je vais réduire la partie de code. Enfin je vais essayer, voilà. Avec la place qu'on a. Donc au départ, je suis partie, on va faire le header et le footer, et un body. On arrivera sur la fin pour le gros de l'application. Donc en haut, on fait ça par bloc, avec bien une séparation, justement, pour pas éviter que les liens se touchent, avec des petites barres verticales pour bien séparer. Donc qu'est-ce que j'ai fait au niveau du code? Tout bêtement, j'ai utilisé un stack panel pour empiler mes éléments les uns aux autres. Tout ça dans une grille, puisque j'ai ma petite barre en haut, mon body, mon footer, mais vraiment une stack panel pour empiler mes éléments, avec des bons petits margins pour bien séparer mes éléments des uns des autres. Pareil pour le footer, je suis allée dans ma dernière ligne de ma grille, et là par contre je les ai orientés à droite, et je les ai empilés au fur et à mesure. Pour vraiment garder cette continuité, et que si j'ai une différence de résolution, mon écran s'adapte. C'est mieux que toujours avoir à scroller horizontalement, c'est pas forcément le mieux. On voit que j'ai bien utilisé la petite police métro, donc du Segoe. J'ai gardé le fond noir derrière, du coup j'ai mis une police blanche. Donc, je crois que c'est ce qu'il y avait de toute façon sur ton design. Tout simplement. Au niveau du body, je suis allée mettre le background qu'il m'avait donné, donc en SL5 avec Blend. J'ai fait mon petit dégradé qui part du noir vers le bleu, tout simplement, et j'ai pré-réservé la place. Donc voilà, header, footer, tout simplement, ça on ne change pas trop les habitudes. Ensuite, je suis allée rajouter la navigation. Alors la navigation, j'ai pré-réservé aussi un endroit dans le body qui est dédié à cette navigation et qui ne va pas disparaître en fait. Elle sera toujours présente pour que justement l'utilisateur ne se sente pas perdu et qu'il ait besoin d'aller faire back sur le navigateur pour qu'il ait tout le temps, au moins en tout cas la petite maison, le petit home, qu'il ait tout le temps son point de repère pour revenir. Donc là pareil, toujours dans ma grille. Alors si je reprends mon code, voilà, je suis toujours sur un stack panel où j'empile mes éléments, bien séparés, bien disjoints. Et ce que j'ai rajouté par rapport au design, parce que le design c'est statique, j'ai rajouté quelques petites animations qu'on verra, si je le lance, normalement on devrait le voir, des petites animations au niveau des labels, pour que l'utilisateur voit sur un mouse over, enfin en Silverlight, un mouse center, que sa souris elle réagit en fait avec l'interface, et que s'il veut, il peut cliquer. Donc, voilà. Fini le JavaScript, mouse over, swap image, pour le coup. Là, c'est réactif, ça répond à l'utilisateur. Bon, là, on ne le voit pas trop, mais en tout cas, sur le site des TechDev, le vrai, les couleurs sont liées par rapport au tuile, donc essayez bien de faire un rappel couleur pour toujours garder à l'esprit de l'utilisateur où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il va. Ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet, donc avec carrément l'intérieur. Donc comme ils l'ont dit en plénière, ou comme tu l'as dit aussi, on part sur une grille, ce qui est le plus simple, avec des carrés. Pensez à bien mettre des margins pour bien séparer en fait les tuiles. Sur le moment, en tant que développeur, ça paraît pas forcément intuitif, mais la différence est vraiment réelle quand on l'utilise et qu'on le fait utiliser. Toujours garder à l'esprit aussi qu'il vaut mieux faire tester sa page web ou la faire voir à quelqu'un d'autre que par la personne qui l'a développée. C'est toujours le petit plus. Alors, j'essaye de me mettre sur peut-être sur celui-là, voilà. Donc, je suis dans ma grille qui correspond à ma tuile. Et dedans, pareil, sous forme de stack panel, je vais aller empiler mes textes. Et au fond de ma grille, je vais aller mettre mon petit lien en savoir plus qui va me diriger vers la page suivante. Donc, vraiment, pensez carré
arrangez vos informations comme vous le souhaitez. Moi, j'ai utilisé des stack panels, vous pouvez utiliser totalement autre chose. Tant que vous restez dans le mode grid et bien positionné, c'est un choix que j'ai fait en retraçant l'interface de Michel. Faites bien attention que toutes vos tuiles soient bien alignées tout en même temps, qu'on reste bien sur un bloc fermé et que ça ne dépasse pas, qu'il n'y ait pas de petits bouts qui dépassent sur les côtés, ça casserait un peu toute l'interface. Généralement, tu utilises le même layout pour tuile par tuile, de toute façon. Oui, c'est tuile par tuile. Oui. Après, là, on voit qu'on a 3 fois les mêmes. On peut faire du code réutilisable et juste sortir quelques propriétés pour la couleur, les textes, etc. Clairement, on peut faire du réutilisable, mais après, par exemple, sur une tuile comme ça, qui est un peu particulière, qui est juste une image, on peut aller un peu plus vite. Donc, si là, on regarde un peu ce que ça donne en exécutant. Il n'a pas craché, pas mal. Donc là, clairement, là, on ne peut pas faire code-code, mais ça ressemble vraiment au design que nous a fourni Michel. On a toujours notre petite barre en haut, petite barre en droite, barre de nav, avec un petit peu d'animation. Nos petites tuiles. Moi, ce que j'ai rajouté en plus sur les tuiles, c'est de l'animation. Donc, c'est un peu cash, hein, c'est mouse enter, ça change, mouse over, on part, leave, pardon. Pensez à faire des animations un peu plus smooth, hein, des petites tuiles qui viennent par-dessus les autres, ou comme pour celle-là où j'ai joué avec l'opacité, pour pas non plus perdre totalement aussi l'utilisateur. Il faut bien se mettre en tant qu'utilisateur lambda. Si on lui cache directement la tuile et qu'il fait mince, il y avait quoi derrière, j'allais voir quoi, là il voit en transparence qu'il y a toujours la petite image derrière. Il se rappelle qu'il était en train d'aller regarder la web TV. Il reste toujours dans cette optique-là. Mais ce qui est très important, par exemple, vous voyez, là, je passe la souris, j'ai pas d'animation. On ne peut pas réellement savoir si la tuile, elle est active ou pas. Parce que là, en plus, j'ai pas fait avec un picker, data picker, j'ai pas fait de rotation d'interface. Donc, pensez à bien renseigner l'utilisateur que c'est actif, mais pas trop non plus. Il faut toujours avoir un bon juste milieu. Parce que si vous commencez à faire sauter toutes les tuiles à chaque fois qu'il passe la souris, je pense qu'on va revenir à du Kikulo et vite. Ça peut être fait aussi en Silverlight via un changement de curseur à la volée quand on passe sur un élément aussi. Le curseur aussi peut être un élément de renseignement, tout comme l'est le fond de la tuile. Totalement. Là, j'ai utilisé des visual state pour faire les changements d'état au niveau du lèvement des événements sur du mouse center et mouse sleeve. Mais oui, un changement de curseur avec une petite main qui vient s'apposer sur la tuile, ça marche très très bien aussi. Là, c'est vrai que pour la palette couleurs, tu y allais quand même assez flash. Oui, j'ai pas lésiné. Alors pour ça, il y a dans les guidelines de métro, il y a effectivement des préconisations sur les couleurs, notamment tout à l'heure on évoquait le blanc, la couleur sur fond blanc ou la couleur sur fond noir. Ça, c'est ce qu'on appelle l'accent color dans la charte métro. Il y a des couleurs qui sont préconisées pour les usages. Donc là, je vous conseille de vous référer au site MSDN pour trouver cette documentation. Petite chose que je me suis aperçue en montant le design. Donc chaque tuile en fait est une grille. Peut-être qu'un avis personnel, mais privilégiez de mettre le background sur la grille et pas d'essayer de mettre les backgrounds sur chaque élément. Vous allez gagner en temps. Comme ça, quand vous êtes en train de monter votre interface et vous n'avez pas tous les éléments, vous avez déjà vos tuiles de pré-réservées avec vos couleurs. Et par exemple, en tant que développeur, si vous devez rendre des comptes à votre manager en fin de journée ou quoi que ce soit, même si vous lui présentez un design vide, mais qu'avec les places pré-réservées avec les couleurs, ça a toujours son impact de voir que vous avez avancé et que l'interface a avancé. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur l'interface métro par rapport à ça? Quelque chose de lisible, clear? Oui. Le ton sur ton, vous faites comment? Le ton sur ton. Allez en savoir plus, là. Ah! Sur les bandeaux. Ouais. Donc en fait, moi j'ai fait une grille avec je peux vous la montrer au niveau du code. Hein. Ce sera peut-être plus simple. Hop. Alors. Par exemple, celui-là, c'est technologie, donc c'est peut-être celui avec le texte, il y aura moins de lignes. Donc je suis sur une grille avec une partie qui s'adapte et une partie fixe sur le savoir plus. Je mets une couleur principale sur ma grille et sur mon label du bas, j'applique une couleur par-dessus qui est juste réservée pour cette partie-là, pour dire, juste différencier en fait cette petite partie en bas et qui reste dans la palette couleur de la tuile par contre, parce que si j'étais allé mettre du rose sur du orange. Mais dans le cadre de Silverlight 5 ou de XAML en général, ça aurait pu être
un stack panel avec à l'intérieur une première tuile d'une certaine couleur et une deuxième tuile juste en dessous qui lui serait apposée sans marge. Après, ouais, c'est bien. Enfin, moi, je l'ai construit comme je le ressentais quand j'ai vu les tuiles, mais pensez au plus simple. Pensez vraiment grille ou empilement d'éléments. De toute façon, on le voit, quand on voit l'interface métro, on a vraiment une impression d'empilement de tuiles à l'horizontale. Donc, allez pas chercher trop loin. Pensez, il y a en tout cas en Silverlight 5, il y a des composants faits pour ça, pour empiler des éléments. Franchement, c'est vraiment très simple à monter comme interface à partir de notre design. J'ai déjà eu à appliquer des designs sur des interfaces Silverlight. C'était une autre histoire. Donc pour vos projets, vous l'avez vu peut-être en plénière, la très bonne idée de la démo, moi que j'ai retenue dans la session plénière, c'était cette idée d'avoir un patron de développement où, avant de fournir quelque chose de graphique finalement, pouvoir offrir la possibilité d'avoir une première preview, une espèce de proto avec juste déjà les emplacements, les espacements des tuiles et ainsi de suite. Ça, j'ai trouvé ça très 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 sympa. Donc ça aussi, ça peut être une optique, dans l'optique, je veux dire, d'améliorer votre process industriel quand vous allez commencer à vouloir faire des applications métro. Vous faire un premier proto, que ce soit sous Sketchflow, que ce soit sur d'autres outils, qui reprendront effectivement toutes ces guidelines qui vont vous permettre effectivement de créer derrière plus facilement vos applications. Après, vous n'aurez plus de temps qu'à mettre des couleurs, des images, les bons textes et puis les bonnes icônes. Et d'un côté développeur, parce que pour avoir déjà eu à faire des POC, comme on dit, ou des petites maquettes comme ça vite fait, moi en tant que développeur, mon métier c'est pas d'être designer. Donc clairement, je sais que quand je vais faire une interface, je vais la faire moche. Ça c'est sûr. En plus, j'ai des références de grilles, etc. Donc soit elle va être toute pâle, soit ça va être l'arc-en-ciel. Là, l'avantage du métro, c'est que je me dis, bon, j'ai des carrés, des rectangles, je peux les empiler, je peux arriver à faire un pseudo-dégradé de couleur si je veux, je peux mettre un fond qui peut être neutre, ça passe bien. Donc on peut rapidement faire une interface sympa qui ne va pas rebuter tous les gens qui vont la voir en se disant « ouais d'accord, c'est un développeur qui l'a fait ». On peut arriver à faire un truc à peu près sympa. Je pense que les développeurs comprendront de quoi je parle. Mais pour une fois, j'ai trouvé que l'interface était facile à apprivoiser et facile à réutiliser derrière. Où en es-tu, ma chère amie? Moi, tu commences à être pas mal, là, je pense. Oui, moi, je suis pas mal. D'accord. Bon, dans ces cas-là, je vais reprendre la main. Tu reprends la mine là, ouais. Donc voilà, donc vous avez vu finalement qu'on est parti vraiment d'un look des années 90 et puis petit à petit on l'a ramené. On a fini par, en travaillant élément par élément, en appliquant la charte métro sans jamais forcer. On est parti franchement des guidelines. On s'est dit on rassemble les éléments cohérents entre eux. En dessous on met des tuiles. Finalement on met des couleurs qui sont dans le scope et ainsi de suite. Et on a ramené toute l'application. Au final, si vous regardez le design tel qu'il a été fourni à Audrey, globalement, c'est celui du site actuel. Donc, ce que je voulais montrer par là, en designant le site, c'est que vous tomberez jamais très loin de la bonne solution. Avec la charte métro, vous, en appliquant simplement les guidelines, vous allez tomber globalement dans le scope. Alors après, il y aura le talent de tel ou tel designer qui fera que ça sera encore plus beau parce qu'il aura choisi une iconographie encore peut-être plus mise en valeur, un choix de couleurs particulier qui sera particulièrement agréable à l'œil. Mais globalement, si on applique les guidelines, on tombe dessus. On a choisi le Silverlight 5 aussi parce que c'était plus simple à mettre en œuvre comme ça à la volée que du HTML5, mais là aussi, quelle que soit la techno employée, ça sera super simple. Vous l'avez vu peut-être en session plénière, le MS Grid, et ça c'est quelque chose qui va être fabuleux pour les designers et les développeurs, c'est que MS va vous fournir un outil qui va vous permettre de créer des grilles super facilement. Et la grille, c'est ce qui s'applique le mieux au design métro. Donc, en utilisant vraiment des choses très très simples qui seront fournis dans le kit, vous êtes sûr de ne jamais tomber très loin des préconisations et de faire un site qui soit compliant avec la charte et qui soit pas qui coulole par-dessus le marché. Est-ce que vous avez des questions? Oui, je vous écoute.
Alors, les margins, est-ce qu'il y a des guidelines, grosso modo, pour les margins, que ce soit sur les tuiles ou ailleurs? Alors, globalement, on évite effectivement de trop coller au bord. Peut-être revenir sur le... Ouais. Alors après, faut peut-être pas forcément se baser sur ce que moi j'ai fait au niveau du design, T'as puisque pas suivi mon design? je crois qu'on a communiqué par mail et 2 fois par téléphone, donc on n'a pas eu une vraie réunion design Donc, développeur. effectivement, au niveau du graphisme, là, je vois que j'ai décalé un petit peu. J'évite, enfin, globalement, j'essaye de laisser la même marge de mon texte par rapport au bord que entre les tuiles. Hein, globalement, c'est à peu près ça la règle. Là-dessus, il y a des guidelines, mais elles sont plus dictées par le bon sens. À savoir que si je dois mettre un bouton d'un côté, bah, je laisse une petite marge pour éviter qu'il y ait un faux contact ou pour éviter de tomber sur le fond de la tuile ou pour que ça intercepte bien le bouton et pas le fond de la tuile ou ainsi de suite. Hein, c'est plus ce genre de contrainte au niveau des alignements. Je vous écoute. Alors, modifier la taille. Alors, ça va modifier la taille d'une tuile, grosso modo, pour montrer son efficacité. Alors, le problème ne va pas être là. Le problème, c'est que la tuile, en grandissant, ne va plus respecter ses écarts avec les autres. Et ça pourrait marcher si, à la limite, j'utilisais une wrap panel, mais qui va me faire un effet sur tout le reste des autres tuiles. Ça risque de pas être très graphique à voir. Il vaut mieux peut-être faire une transition au sein de la tuile et éviter son crop, grosso modo, plutôt que d'avoir une solution où j'ai un truc qui bouge. Ça, on le réserve plutôt aux icônes, pour le coup. Ou quand je vais passer sur l'icône va devenir plus petit ou s'agrandir, et quand je clique, je vais avoir une action inverse. Là, ok, ça a de la pertinence. Il faut aussi penser en termes de multitouch. Quand je vais faire un défilement, si j'ai tout qui grossit, ça risque d'avoir un effet un petit peu perturbant. Moi, personnellement, je n'utiliserais pas ça comme ça. Je préférerais peut-être une transition de couleur ou un effet de voile par-dessus ou carrément, comme le montrait Audrey, effectivement par opacité du contenu textuel sur le coup. Oui, le problème, c'est qu'il faut penser un peu métro comme des Lego, où c'est vraiment empilé, encastré les uns dans les autres. Donc si on commence à agrandir, le risque, c'est de faire sauter visuellement le design, quoi. De vraiment agrandir, et que du coup la grille grandisse, les margins commencent à péter sur les côtés, et du coup toute l'interface bouge alors qu'on voulait juste faire bouger une tuile. Alors faire un liseré sur les tuiles. Autour de chaque tuile. C'est possible, hein, ça fait partie des guidelines métro, notamment pour la sélection, vous savez, le snap de Windows 8, où quand je veux sélectionner une appli pour la punaiser ou la dépunaiser, j'ai effectivement un cadre qui apparaît avec un petit bandeau. Donc ça, c'est quelque chose qui est couramment admis, et pourquoi pas, je dirais. Pourquoi pas. Après, il reste à peut-être bien le faire pour que le liseré soit suffisamment fin pour pas être intrusif, pour ne pas rentrer justement en compétition avec cette nouvelle gesture de sélection des tuiles. Donc là, il faut être un petit peu fin sur le coup pour éviter d'induire l'utilisateur en erreur. Et garder ça dans le design, en fait, pas du coup agrandir la tuile parce que vous rajoutez un bord. Et faire effectivement ce liseré à l'intérieur de la tuile existante. Alors, est-ce que j'ai de l'Internet? Pas si loin que ça. Attends. C'est plutôt un rapport dans ces cas-là que l'on exprime. C'est plutôt un rapport plutôt qu'une dimension fixe. Après, tout dépend de la grille que l'on va utiliser pour mettre ce rapport en valeur. Hein. C'est pour ça que pour une interface, et puis ça dépend aussi de la résolution à laquelle on travaille. Hein, ça dépend de tout ça. Donc on s'exprime plutôt en termes de rapport plutôt qu'en termes de données brutes. Parce qu'en plus, si on commence à dire dans les guidelines, c'est ça et pas autre chose, tous les gens vont nous pondre du ça et pas autre chose. Alors que justement, Métro, contrairement à ce que les gens pensent, n'est pas limitatif dans l'approche graphique. C'est juste des choses qui vous permettent d'être rapidement en production, hein, et d'être d'une ergonomie simple et abordable. Mais encore une fois, ça n'a rien de limitatif. Donc c'est pour ça que là, on s'exprimera plutôt en termes de rapport plutôt qu'en termes de taille fixe.
Uh-huh. Oui, ça mais s'appelle ma résolution. Ça s'appelle la résolution. Ouais. C'est la mienne en fait, qui est en 1920, je sais plus combien. Mais c'est valable aussi ça pour le site des Tech Days d'aujourd'hui, qui a pris le parti d'être horizontal, justement pour être tablette compliant. Et là, ça dépendra effectivement, ça va évoluer dans les années à venir, à savoir qu'aujourd'hui, on voit arriver des tablettes en super 16 dixièmes, donc très très allongées. Tout ça aussi, ça nécessite de mûrir peut-être encore un peu. Je vous en dirai plus l'an prochain sur les résolutions. Ah là, le site tel qu'il est. Oh, si, on peut optimiser avec des panels qui seront propres à ça en l'occurrence. Hein. Par exemple, un vrai panel qui pourrait se redimensionner. Oui. Là, clairement, sur le vrai site des Tech Days, ils avaient plus de place. Enfin, ils ont choisi de descendre les tuiles et garder de la place en haut. Du coup, ils ont mis leur petite barre de réseaux sociaux. C'est vrai qu'elle n'aurait pas été là, ça aurait fait un vide en haut qui n'aurait pas été terrible. Mais après, oui, aux designers ou à l'équipe de penser cet espace. Ou à agrandir l'espace de tuiles et prendre plus de place. Après, c'est un choix. Mm. Encore une fois, c'est un rapport. Quand on construit les tuiles, ça sera généralement un rapport par rapport à une résolution donnée. Voilà, les seules tailles fixes que j'ai données, c'était pour mes images. Il y a aussi ça à prendre en compte. Hein. Après, le fait est que les interfaces sont censées aussi pouvoir être horizontales, mais pouvoir switcher en vertical. Hein. Il y a même aussi cette notion du fait que quand je serai sous Windows 8 à l'avenir, j'aurai une vue snap de mon application. Donc une version condensée de mon application qui restera en permanence sous forme de bandeau latéral. Donc tout ça aussi, ça se réfléchit en termes de design. Là, on vous a proposé un exemple clairement un petit peu sommaire pour tenir en une heure. Mais là aussi, il y a peut-être des champs d'investigation à pousser, notamment pour prendre en compte cette vue renversée ou cette vue snap. Je crois que j'avais une question là. Oui, justement, je voulais rebondir là-dessus parce qu'il me semble assez clair que pour un site web, l'organisation horizontale n'est sans doute pas la plus judicieuse, sauf si ce n'est sur une tablette éventuellement. Voilà. Éventuellement aussi sur un desktop. Pour une application desktop ou tablette, ça semble clair. Alors, deuxième chose, il n'y avait pas de mode panorama dans votre application Silverlight car les composants ne sont pas fournis pour faire ça. Donc, si on veut vraiment le faire, il faut se les faire à la main. D'où le passage à l'INRT qui pourrait être intéressant. Pour une application web, je pense qu'il faut malgré tout penser aux différents facteurs de forme, comme vous l'aviez indiqué précédemment. Et donc, voir aussi qu'on va avoir des défilements verticales sur certaines plateformes. Et peut-être que cette organisation-là n'est pas la meilleure. Là, c'est clairement un parti pris de notre part d'utiliser un form factor effectivement horizontal parce que ça nous semblait le plus cohérent et puis surtout ça nous permettait de nous rattraper au site existant, le vrai. Mais effectivement, le design n'est pas qu'une affaire de se dire je suis super dans le hype, je suis dans la vibe, je vais me faire un site absolument horizontal parce que ça correspond à ce que j'ai envie de faire au niveau de mon device. Oui, non, pas seulement. Il peut y avoir effectivement plusieurs versions qui cohabitent. Mais même le vrai site, à part cette page principale, quand on commence à Ouais. entrer dans les sous-pages, on se rend compte que c'est vraiment très difficile de naviguer et de comprendre ce qui se passe. C'est vrai que là, C'était la minute en colère. on l'a approché un côté web, métro, ça s'applique aussi au niveau du téléphone, où là, pour moi, ça prend vraiment son sens, entre autres avec le contrôle de panorama, où là, effectivement, pour rebondir sur l'autre question, où les tuiles sont fixes au niveau de l'accueil, de la page d'accueil en fait du téléphone. Et là, vraiment, oui, effectivement, dès qu'on commence à passer sur Internet Explorer sur le téléphone et qu'on commence à scroller, ça devient interminable. Et où vraiment la notion de hub et de panorama prend tout son sens. Pour une page d'accueil d'un site web, moi je trouve ça plutôt sympa. Par exemple, la tuile en haut à gauche, comment on fait pour voir la fin? En haut à gauche. Ah, pardon. Sur la tablette, tu peux glisser. Voilà, sur la tablette, on y va avec le doigt. Là, ils ont pensé à mettre des flèches. Les sites web justement d'ici peu seront accessibles tous multitouch. Donc, Ah, mais tu vois, j'y arrive pas là sur mon écran. J'ai un peu de mal avec mon doigt. Oh, non. Oui. Alors, il y a aussi.
Le CSS est toujours pas finalisé. Ouais. D'ailleurs, Et clairement pour Silverlight, il est ça sera prévu pas d'être finalisé en 2014, quoi. On attend de voir. Voire même pas finalisé du tout. Là, aujourd'hui, ce qui traîne dans l'air, c'est de dire le HTML maintenant n'aura plus de nom de version, mais aura une datation qui permettra de dire le HTML est en constante évolution, son standard ne sera plus figé par du versionning en fait. Hein, ça sera en constante évolution et ce seront les navigateurs qui prendront en compte plus ou moins telle ou telle génération de. Donc il y a ça aussi à prendre en compte, c'est que le CSS a tendance à être de moins en moins figé en fait. Donc soumis à interprétation. Ça dépend de quel côté on se place. Non, pas là, là. Là. Non, pas le concept. 55, mince déjà. Ça serait sympa à designer sa Visual Studio en version métro. Je sais pas si je vais vouloir l'utiliser moi. Alors la volonté métro, c'est de masquer un maximum les informations qui ne sont pas pertinentes à l'instant T. Donc c'est d'avoir l'interface centrale la plus simple possible. C'est d'ailleurs pour ça que Winate exposera ce qu'on appelle les charms, les app-bars qui permettent d'apparaître, enfin qui apparaissent quand on en a besoin. Pour une application avec vraiment du métier derrière, c'est pas impossible puisque chez Bewise on réalise ce genre de choses. Par contre, ça demande un travail d'ergonomie derrière qui est assez important parce qu'il faut vraiment être pertinent sur ce qui est intéressant pour l'utilisateur à l'instant T. Donc là, c'est plus de l'ergonomie plus que du design, là, en l'occurrence. Mais c'est vrai que ça, aujourd'hui, les interfaces, on nous dit c'est super beau, c'est super simple. Ok, les gens légitimement peuvent se poser la question de savoir est-ce que ça va s'appliquer à mon contexte métier qui est touffu et dense. Je suis d'accord avec ça. Bon, mais là, c'est du travail effectivement de débroussaillage du métier pour savoir ce qui est pertinent. Le ribbon. Ah, je sais pas. C'est pas incompatible. C'est pas Non. incompatible puisque Winate montre que par exemple sur l'Explorer de fichiers, il y a un ribbon. Mais voilà. Mais là, on n'est plus dans Metro effectivement. Effectivement, utiliser Metro tant que vous avez des fonctionnalités simples. Si on reprend l'exemple sur Visual Studio, on peut imaginer, on arrive sur VS et là on a un mode Metro, les différents projets proposés, templates de projet, etc. On choisit son template, on navigue dans ces langages et du moment qu'on choisit sur ce qu'on veut ouvrir, là on rebascule sur l'interface Visual Studio où on a la console centrale, l'Explorer, etc. Mais c'est vrai que pour choisir les types de... Par exemple, il n'y a pas besoin de souris, c'est vrai. Mais on peut très bien imaginer des tuiles pour tout ce qui est simple au départ, où on va aller choisir tel type de projet, où là vraiment on n'a pas besoin de vraiment du cœur de métier du Visual Studio. Encore une petite question, peut-être la dernière, parce qu'on commence à être un peu pressé. Il y avait un document qui focalisait beaucoup sur Windows Phone concernant ces guidelines. J'ai vaguement cherché si je trouvais la même chose sur quelque chose de plus focalisé desktop, mais Alors, c'est vrai qu'actuellement les ressources sont assez faibles, on n'en trouve pas beaucoup. je vais revenir. Moi j'ose espérer qu'en tout cas avec la sortie de Win8 qui est vraiment très très orienté métro, ça va fleurir. Tout ce qui est livre blanc, etc. Il me semble bien qu'il y a quelques ressources, je sais plus, j'avais trouvé non, tu sais que c'est pas sur là-haut.